bienvenue à cette table ronde sur le défi du multi-cloud. Alors, j'aimerais présenter ce thème. Le défi du multi-cloud sera une préoccupation majeure pour les décideurs, les acteurs de la technologie, les professionnels de l'informatique et tous les acteurs du domaine de la sécurité. Donc vous êtes tous les bienvenus à cette session. J'ose espérer que vous apprendrez beaucoup des interventions dans cette table ronde. Alors j'aimerais vous présenter nos intervenants qui vont partager leur expérience et les analyses qu'ils ont leur permettant de relever le défi du multi-cloud. Donc nous avons Tobias Hölvarth, qui est président de Eurocloud Europe. C'est une entreprise qui fournit des conseils juridiques, des connaissances, de la guidance de qualité pour un usage international. Puis il y a Bertrand Meens, il est CEO adjoint à l'IRSEM. C'est un groupe qui s'occupe de l'emploi et des familles. Puis nous avons Louis Vieille-Cézet. Il est directeur des ventes à Microfocus, une entreprise qui fournit de la cybersécurité. Nous avons ensuite Ad Dembi Miraoui, qui est leader de compétences Capgemini pour la sécurité du cloud. Puis il y a moi-même, Alexandre Fernandez, je suis directeur associé en matière de pratique, sécurité et risque chez Gartner. Je serai le modérateur de cette table ronde. Et je vais poser des questions à nos intervenants. Alors j'aimerais commencer par dire que le multi-cloud, c'est un schéma commun pour toutes les structures informatiques et de sécurité informatique. C'est également une tendance de fond. En 2019, une enquête de Gartner sur l'adoption du cloud a montré que près de 80% des répondants qui utilisaient un cloud public utilisaient plus d'un fournisseur de services de cloud. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente et je vous laisse imaginer le pourcentage aujourd'hui. Évidemment, il y a de multiples raisons à cela. Le multi-cloud résulte d'une diversité de choix, le faible droit d'accès, éviter la dépendance sur un seul cloud, améliorer l'organisation, mais ce n'est pas ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le fait que la stratégie multi-cloud revêt de nombreux aspects positifs, mais crée également davantage de complexité et peut créer des angles morts en matière de sécurité. Nous allons nous concentrer là-dessus pour la première partie de notre débat. Les intervenants vont apporter leur pierre à l'édifice pour démystifier les différents problèmes de sécurité liés à cela. Dans la deuxième partie, les intervenants vont partager leurs observations et leurs meilleures pratiques qu'ils ont appliquées pour surmonter ces défis. Nous aurons également un débat constructif pour échanger nos points de vue sur ce sujet brûlant et nous tenterons d'affiner et d'illustrer les suggestions des intervenants afin qu'elles soient le plus tangibles possible pour vous. En fin de compte, il y aura une session questions-réponses à la fin de ce débat et ce sera pour vous l'occasion de contribuer et d'enrichir le débat au moyen de vos perspectives. Avant de démarrer, j'aimerais spécifier que nous ne comptons pas couvrir ce sujet de façon exhaustive, mais chaque intervenant va partager avec vous quelques messages clés auxquels ils ont bien réfléchi avant cette session. Au vu des défis du multi-cloud, eh bien, il faut être conscient qu'ils peuvent se déployer sur différents secteurs, les containers, le chiffrement, la segmentation des réseaux, etc., etc. Cette table ronde va passer certains de ces défis en revue, notamment les modèles de cloud, l'architecture, les responsabilités partagées en matière de sécurité, le sourcing multi-cloud, les concepts de périmètre, l'assurance sécurité pour les fournisseurs de services de cloud. Bertrand. Alors, tu es DSI adjoint, tu as
connaît les défis afférents au multi-cloud. Peux-tu nous parler de ces défis? Merci, Alexandre. Alors, avant de débuter, j'étais un RSSI. Donc j'ai deux points de vue. J'ai le point de vue du RSSI et le point de vue du DSI. Alors, selon mon expérience en RSSI, je pense qu'une architecture multi-cloud entraîne une obsolescence des architectures de sécurité. Il y aura quelques modèles qui vont marcher, mais j'ai deux exemples à vous donner. Dans un modèle SaaS, il n'y a pas de sécurité réseau. On paye pour une utilisation d'un produit numérique, pas une infrastructure avec un modèle de sécurité. Le fournisseur de cloud vous offre une sécurité contractuelle, mais vous ne pouvez pas choisir le type de sécurité dont vous souhaitez bénéficier. Et j'ai un deuxième exemple. Pour des architectures sur site, on peut faire un test de résilience dans votre centre de données, mais est-ce que vous pouvez donner un audit de sécurité à votre fournisseur pour un modèle SaaS ou un modèle PaaS? Vous pouvez demander, mais je ne pense pas que la réponse va vous convenir. Alors, la perspective du DSI, c'est la perspective d'une chaîne de responsabilité. Oui, oui, j'ai un slide. Donc, pour une architecture de sécurité, il faut que le DSI soit responsable du matériel du centre de données, des applications et des données elles-mêmes. Les offres de cloud peuvent modifier les responsabilités du DSI. Donc, ce peut être une responsabilité qui diffère selon du modèle de cloud choisi. Voici un slide qui vient de Microsoft. Mais il peut y avoir d'autres façons d'illustrer cela. Pour les architectures sur site, il y a responsabilité intégrale. Pour le modèle SaaS, il y a simplement des responsabilités sur les données. Et il peut y avoir des responsabilités partagées pour l'IRM. Donc on fournit les identifiants de l'utilisateur, mais les infrastructures, comme Azure AD de Microsoft, eh bien, correspondent à une responsabilité partagée entre Microsoft et vous-même. Puis il y a d'autres changements. Si il y a un incident avec 0356, le contrat ouvre le droit à une compensation pour indisponibilité, mais c'est au client de réclamer cette compensation. Auparavant, lorsque vous aviez un problème avec votre fournisseur, c'est le fournisseur qui s'excuse platement et qui vous transmet une compensation. Avec Microsoft, mais Microsoft c'est juste un exemple, je n'ai rien contre Microsoft. Ce n'est pas automatique. C'est à vous de réclamer cette compensation. Merci Bertrand d'avoir souligné l'importance de comprendre les modèles de cloud et leur incidence sur la responsabilité partagée avec les fournisseurs de cloud. Merci d'avoir souligné également le fait que les modèles de sécurité et de contrôle sont désormais obsolètes dans certaines constellations de cloud. Alors pour mieux comprendre la situation des organisations, eh bien penchons-nous sur ce qui se passe sur le marché. Tobias, dans le cadre de tes activités, tu as déjà pu connaître tout un tas de situations en Europe. Peut-être que tu peux nous parler de l'état des lieux actuel du sourcing multi-cloud dans de grandes organisations et quels sont les problèmes auxquels doivent faire face ces entreprises. Merci beaucoup, Alexandre. Mis à part Eurocloud Europe, je suis également un consultant
pour de grandes entreprises qui veulent mettre en place une transition vers le cloud. Voilà, je voulais vous dire cela avant de commencer mon intervention. Alors, penchons-nous sur les fournisseurs. Donc, il y a des fournisseurs de cloud qui offrent de plus en plus de services attractifs sur le marché. Donc, il y a 3 oligopoles en matière de cloud qui dominent le marché: Microsoft, Google et Amazon. Ces fournisseurs exhortent les entreprises à utiliser davantage de leurs services de cloud. En outre, ils fournissent des microservices attractifs orbitant autour de leur service principal. C'est attrayant pour les clients, mais l'on voit également qu'il y a d'autres éléments qu'il faut aborder en la matière. Donc il y a une dynamique très forte du côté du fournisseur. Leurs services cloud sont en évolution constante. Ils réduisent certains aspects, ils ajoutent d'autres fonctionnalités, et cela peut avoir une incidence considérable sur les cas d'utilisation des consommateurs, des clients. Eux doivent constamment mettre à jour leur architecture de sécurité. Donc, il y a de plus en plus d'offres de la part des fournisseurs, et la dépendance à leur égard va en croissant. Penchons-nous sur le versant client. Cela ne fait aucun doute. Il y a de plus en plus de cas d'application qui montrent que l'utilisation du cloud sous-tend la transition numérique. Les départements commerciaux génèrent toute une série de nouvelles utilisations pour les services de cloud. Le passage au télétravail, de meilleurs outils de vente, de meilleurs outils de planification opérationnelle, des outils de cloud liés à l'intelligence artificielle, des processus de prise de décision complexes, la gestion de l'expérience client. Dans tous ces secteurs, les services de cloud sont des forces de proposition très attractives. Mais il faut également comprendre que le versant client est animé par une forte dynamique. Les utilisateurs, les départements commerciaux modifient la façon dont ils utilisent des services spécifiques. Cela signifie que l'évaluation des risques doit être fréquemment mise à jour. Alors, en conclusion, nombre d'entreprises n'utiliseront bientôt plus 10 ou 15 services cloud. Je pense que ce sera plutôt 50 à 100 différents services cloud ou micro-cloud. Où en sommes-nous en matière du développement et de l'adoption du multi-cloud, selon les recherches à l'international? Eh bien, il y a 2 points. Le cloud est parmi nous, on l'utilise. Mais le multi-cloud, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent une architecture hybride avec un sourcing multi-cloud, eh bien, sont au sommet de leurs attentes. Ils n'ont jamais eu autant d'attentes qui ne sont pas forcément justifiées. Ils vont en pâtir dans les années à venir. Et il faut comprendre cela. Si les entreprises s'embarquent dans l'aventure du multi-cloud, eh bien, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles ne sont pas préparées. Il est extrêmement difficile de gérer un département informatique avec du multi-cloud, et les entreprises ne sont pas prêtes pour cela. Merci Tobias pour cet aperçu commercial. Je pense que les 2 conclusions que l'on peut tirer de cette intervention, c'est que l'utilisation de services multi-cloud va aller plus vite que la capacité des entreprises à le faire, mais on sous-estime toujours l'investissement qu'il faut faire en matière de personnel pour gérer cette solution hybride. Alors voyons maintenant quels sont les aspects les plus problématiques. Louis, peux-tu nous expliquer pourquoi et comment la délégation des responsabilités partagées peuvent présenter des difficultés pour certaines entreprises? Merci Alexandre. Eh bien, on a déjà souligné un des premiers éléments. Bertrand l'a fait. Il y a une grande hétérogénéité en matière de garantie de sécurité et de services de sécurité que vous pouvez obtenir de la part de cette légion de fournisseurs. Et parfois, vous n'avez pas la flexibilité que vous escomptiez de la part des différents vendeurs.
Et ça, Bertrand l'a mis en exergue, à juste titre. Alors, en fonction du type de service que l'on reçoit, eh bien, il y aura différentes réglementations qui pourront s'appliquer sur les données, sur les fonctions, sur le côté opérationnel, etc., etc. En fin de compte, si l'on se penche sur les cas d'utilisation, et au niveau des cas d'utilisation, eh bien, d'ailleurs, on en parlait juste avant la table ronde avec Tobias, si l'on se penche sur les cas d'utilisation, eh bien, les choses peuvent se complexifier avec certaines applications principales menées sur des services cloud. Ce que l'on voit chez CyberRes, notamment lorsqu'on travaille sur les problèmes de sécurité cloud, c'est quand il y a un vendeur CRM ou ITRM, eh bien, ce sont beaucoup de données sensibles relatives aux clients que vous transmettez. Ce sont beaucoup de données opérationnelles sensibles que vous faites passer dans le cloud du fournisseur. Donc vous vous demandez peut-être quelles sont les dispositions de sécurité autour de ces données. Tout est documenté. Est-ce suffisamment sûr? Est-ce que ça répond à vos attentes? Si c'est insuffisant, quelles mesures d'atténuation pouvez-vous mettre en place? Quelles mesures de contrôle pouvez-vous adopter? Ainsi, il y a une chose que vous devriez retenir de mon intervention, c'est qu'il faut toujours remettre en question le contrôle. Quel niveau de contrôle de supervision souhaitez-vous avoir sur votre système? Bertrand a parlé du modèle des responsabilités partagées un peu plus tôt. Il y aura des services pour lesquels il y a une responsabilité partagée et d'autres services où la responsabilité incombera à votre fournisseur de services. Mais vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Vous représentez l'entreprise dans cette relation commerciale. Et en fin de compte, le vendeur, eh bien, comment êtes-vous en mesure de contrôler ce qu'il vous fournit? Même si vous êtes dans une relation commerciale avec lui, d'un point de vue sécuritaire, au vu de ce que vous pouvez auditer, contrôler, ce que vous voyez de leur disposition de sécurité, eh bien, si tout cela ne fait pas écho à vos attentes, eh bien, quelles mesures d'atténuation pourriez-vous mettre en place? Donc, avec un CRM ou un gestionnaire, un vendeur de gestionnaire de services, eh bien, on peut parfois avoir des clients qui ne sont pas satisfaits et qui en veulent davantage. Donc la réponse, c'est tout simplement chiffrer les données. Bon, super, on chiffre les données, le système tourne toujours bien. Mais qui gère les clés de chiffrement? Qui opère ce système de chiffrement? Et il faut se pencher sur tous les différents niveaux de responsabilité. Lorsqu'on se penche sur le modèle de responsabilité partagée pour le cloud, eh bien, il ne s'agit pas seulement de se demander qui est responsable de quoi. Il faut réfléchir à qui contrôle les différents niveaux de responsabilité. Et ça, c'est absolument nécessaire. Merci, Louis, d'avoir illustré deux aspects clés à prendre en compte pour les entreprises. Le besoin de changer les modèles de sécurité, de la sécurité réseau à la sécurité de l'identité, de l'application et des données. Et deuxièmement, il faut avoir une compréhension précise des contrôles de sécurité offerts par les fournisseurs de cloud. Nous avons parlé de responsabilité en matière de sécurité, de problèmes de gouvernance, de problèmes techniques. Dans un environnement multi-cloud, les solutions et le contrôle peuvent différer d'un fournisseur à l'autre. Et ces défis ne pourront peut-être pas relever grâce à une solution unique par les mêmes équipes ou par les mêmes experts au sein d'une organisation. Abdembi, en tant que consultant en sécurité du cloud, peux-tu nous dire quels sont les défis les plus pressants en matière de sécurité du cloud que vos clients doivent relever? Alors, je vais tenter, merci d'abord, je vais tenter d'expliquer deux points. Le premier point. J'aimerais vous dire en deux mots ce que sont les principaux défis en matière de cloud.
Cela a déjà précédemment été expliqué par mes collègues aujourd'hui. Et deuxièmement, je tenterai de mettre le doigt sur un défi spécifique. Alors premièrement, quels sont les défis liés au multi-cloud? Si l'on se penche sur ces défis, eh bien, on voit que les défis liés à la sécurité du multi-cloud sont des défis liés au cloud, mais qui sont multipliés et accentués par le caractère multi. Et si l'on tente d'en faire émerger une formule mathématique, l'on voit que les défis multi-cloud sont égaux aux défis liés au cloud multipliés par le nombre de fournisseurs de services de cloud. Donc quels sont les principaux défis du cloud? Eh bien, la gestion de l'accès des identifiants, la protection des données, ce qui a été mentionné auparavant. Il y a la visibilité. Et il y a la conformité juridique et réglementaire. Mais il y a un défi qui n'a pas encore été mentionné, de façon tacite seulement. Ce sont les compétences. Aujourd'hui, répondre à un défi lié au cloud sans l'équipe adéquate, ça va être compliqué. Je pense que les compétences sont un élément tacite dans toutes les difficultés que nous avons mentionnées. Tous les défis sécuritaires, visibilité, IRM, etc., s'il n'y a pas les compétences sous-jacentes, si on ne comprend pas comment le fournisseur de services de cloud vous fournit ce service, eh bien, on ne pourra pas traiter les défis de façon idoine. Alors, j'aimerais vous parler davantage des défis. Les défis ne sont pas seulement de nature technique. Ils sont techniques et organisationnels. Merci beaucoup, Abdembi. Donc, les défis du multi-cloud sont de nature technique et organisationnelle. Et tu as également souligné l'importance des compétences. Nous avons maintenant couvert la première partie de cette table ronde. Donc, eh bien, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui obscurcissent le ciel radieux que nous avions peint au début de cette table ronde. Lors de cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les meilleures pratiques, les angles morts à éviter, les modèles et les cadres à utiliser et les différents retours afin que la stratégie du multi-cloud soit une grande aventure plutôt qu'une impasse. Nous allons adopter une approche descendante. On va commencer par l'architecture générale jusqu'à l'architecture technique. Tobias, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais parler de la méthodologie et du cadre qui permettent de répondre aux défis du multi-cloud précédemment abordés? Oui, bien sûr. Il est crucial que les entreprises comprennent d'emblée ce que nous avons déjà mentionné. Il y a de plus en plus de services cloud intéressants. Et il se peut que nous y soyons dépendants. Deuxièmement, les entreprises sont de plus en plus enclines à utiliser des services de cloud qui vont diversifier leur portefeuille de services de façon considérable. Et enfin, les services cloud et leur utilisation sont en mutation constante. Les fournisseurs changent, les utilisateurs changent la façon dont ils utilisent eux-mêmes ces services cloud. Donc tout cela est de plus en plus complexe à gérer. La gouvernance est de plus en plus complexe. Et la plupart des entreprises, je dirais 99% des entreprises qui adoptent un environnement hybride multi-cloud doivent relever deux défis. Un risque de sécurité énorme ou une explosion des coûts. Et les départements commerciaux ou les départements informatiques doivent gérer ces environnements multi-cloud. Et en fait, c'est la même tâche qu'ils réalisaient auparavant. L'approvisionnement, la gestion des coûts, résolution des risques, service client, etc., etc. Mais en raison de
des dynamiques du côté client et du côté fournisseur, ces tâches sont de plus en plus complexes. Et parfois, ils utilisent même des intermédiaires pour faire cela. Et je vois que la plupart des entreprises n'y sont pas préparées. Ils n'ont pas suffisamment de ressources et pas suffisamment de connaissances. Et je peux constater cela dans toutes les entreprises pour lesquelles je fais de la consultance, dans les entreprises d'assurance, les banques, dans les institutions publiques. À Vienne, par exemple, il n'y a pas suffisamment de connaissances et ils ne se penchent sur les problèmes qu'à court terme. Ils veulent résoudre un problème immédiatement, mais ils ne voient pas l'ensemble du problème. Et il y a naturellement le manque de ressources humaines et financières. Afin de traiter ces défis considérables du multi-cloud et de déployer une feuille de route à court, moyen et long terme, qui est également acceptée par la direction, et donc pour avoir les ressources financières nécessaires, eh bien, je vois 3 points à mettre en place. Il faut une bibliothèque de gestion du cloud. C'est une bibliothèque qui permet de collecter toutes les activités de gestion du cloud qui peuvent s'avérer pertinentes. Je pense qu'il y en a jusqu'à de 50 à 200 activités de gestion du cloud que vous devriez prendre en compte, comme la reprise après les désastres, pour un service cloud spécifique. Deuxièmement, il faut que chaque cas d'utilisation soit alloué un service de cloud, un point de cette bibliothèque. C'est la matrice de responsabilité partagée. Et cette matrice de responsabilité partagée diffère de cas d'utilisation à cas d'utilisation. Parfois, il y a simplement 20 activités de responsabilité partagée qui sont nécessaires. Parfois, c'est 80. Car ces entreprises ont parfois trop peu de ressources, alors qu'il est très important, du point de vue stratégique, d'identifier le problème qu'il faut régler immédiatement. Peut-être parce que c'est le cas d'application qui nous permet de renforcer l'efficacité, qui nous permet d'apprendre davantage, qui nous permet d'être plus rentable. C'est une décision stratégique et pas une décision à court terme qui doit être prise par hasard. Et la troisième étape, c'est que cette décision par rapport aux décisions et des compétences de gestion, quelles sont les compétences requises ou qu'est-ce qu'on doit externaliser à un courtier et quelles sont les activités que nous souhaitions que va faire notre fournisseur de cloud afin de ne pas perdre ce know-how stratégique dans la gestion de l'environnement multi-cloud. Voici mon approche à 3 étapes. Merci d'avoir partagé cette méthodologie basée sur 3 étapes. Vous avez mentionné des compétences en matière de sécurité du cloud. Les compétences en sécurité, il n'y en a pas assez sur le marché et cela représente un défi. Abdembi, vous avez mentionné cela. Quelles sont, d'après vous, les solutions à entreprendre et quelles sont les fautes à éviter? Comme vous le savez, toutes les organisations font face au même défi, le défi de trouver des experts en matière de cybersécurité, en particulier dans le domaine de la sécurité du cloud. Je vais tenter à vous donner quelques conseils par rapport aux compétences requises. Il faut vraiment investir dans le développement de votre équipe actuelle, former votre équipe actuelle, des formations techniques, des certifications, des fournisseurs de cloud et GMS, etc. Et des formations agnostiques, c'est-à-dire des formations dans les meilleures pratiques
dans cet environnement du cloud. Nous avons 2 certifications de formation. Nous avons le CCSK et le CCSP. Premièrement, il faut investir dans le développement de vos équipes actuelles ou songer à être accompagné par des partenaires en cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'ils parlent le même langage que votre équipe SecOps. Qui plus est, ça n'a pas à voir avec les compétences, mais plutôt l'organisation. Ce que nous avons aperçu, c'est que quand les entreprises lancent un projet de transformation numérique, ce que nous faisons, c'est que nous conseillons aux organisations d'avoir un centre, un pôle d'excellence, un comité en ce qui concerne l'architecture de cloud. Ce comité va définir l'architecture du cloud, mais nous voyons souvent que les équipes de sécurité ne sont pas impliquées dans ce comité de façon permanente. Donc, mon conseil serait d'impliquer un expert ou plus d'un expert en sécurité dans ce genre de comité, parce que nous savons que les équipes de sécurité sont souvent appelées à la fin d'un projet afin de valider une certaine architecture, mais ce n'est pas une bonne idée de le faire. Les membres de ces équipes de sécurité doivent être des membres permanents dans ce comité d'excellence. Voilà, on a 3 conclusions à tirer. Premièrement, je souhaite rajouter quelque chose. Dans les organisations avec lesquelles nous travaillons, ou chez nos partenaires ou clients, quand ceux-ci cherchent des experts en cybersécurité, ils essayent de trouver le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire quelqu'un qui puisse faire tout. C'est un profil qui est extrêmement rare et difficile à trouver. Donc, si vous construisez cette équipe sur base de ce comité, il faut tenter d'avoir un spécialiste dans chaque spécialité. Un spécialiste dans tout, pas un spécialiste qui est un expert dans tous les fournisseurs de services de cloud. Donc, en fait, pour résumer, il faut investir dans le développement des compétences de vos employés, aussi avec des connaissances fort techniques, des compétences techniques et aussi des compétences soi-disant agnostiques. Il faut demander le soutien des experts en sécurité cloud, externes aussi, et ne perdez pas du temps à trouver un expert en tout et n'essayez pas que votre employé soit l'expert en tout. Donc voilà, on a couvert cela. On va regarder le niveau de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner les 5 principes ou les principes clés à adopter pour garantir un environnement de sécurité? En fait, j'ai des principes à vous partager. Ce qui est important, c'est la gestion des atouts. Il est très important de savoir quelle offre de cloud vous consommez. Vous êtes un consommateur
Et il est très important d'avoir cette gestion. Donc, nous avons en France le guide de l'hygiène informatique de l'ANSSI, qui est notre agence de sécurité. Il y a 42 points et le deuxième et troisième point sur cette liste de points, c'est la gestion des atouts. Donc, il est important de faire, de bien gérer cela. Le premier conseil, c'est que dans une architecture multi-cloud, donc vous avez cet environnement sur site. Il y a aussi une production et il est important d'avoir un environnement de sécurité, idoine. Donc, votre data center, par exemple, votre centre de données qui a des données commerciales et il est important qu'il n'y ait aucune contrainte de sécurité. Deuxièmement, il faut penser au concept zéro confiance. Il est important de songer à le triple A, l'authentification, l'autorisation et la responsabilité, accountability en anglais. Donc, il est important d'avoir une connexion sur base d'une identité et s'assurer que cette personne est une personne à qui l'on peut faire confiance. Le troisième point, c'est les endpoints qui doivent être pris en compte dans le modèle de sécurité, en particulier pendant cette période de télétravail. Nous ne savons pas qui est connecté au système à votre système. Donc, vous avez cette identité. Est-ce que c'est bien la personne qui est connectée, à qui vous avez donné un mot de passe? Il faut travailler avec votre DSI pour bien comprendre les contrats, parce que il est important de bien connaître les détails du contrat que vous signez avec votre fournisseur de cloud. Et le dernier sujet sur le contrôle des coûts. Les offres cloud sont très coûteuses et je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire la transition vers les clouds, mais il faut vraiment contrôler les coûts et il faut développer une discipline financière dans votre département informatique. Donc voilà, pour résumer vos points clés. Donc, il est important d'avoir cette sécurité quand on est connecté avec l'environnement cloud. Il faut regarder la confiance et il faut aussi travailler avec votre département juridique pour bien regarder les contrats. Louis va nous expliquer maintenant comment utiliser la technologie afin de s'attaquer aux défis dans un environnement multi-cloud. Voilà. Nous changeons où les données sont hébergées et comment nous songeons à notre position de sécurité doit changer aussi. Nous ne pouvons pas penser à notre réseau comme notre périmètre. Cela est anachronique. Et quand nous utilisons
ces méthodologies comme la zéro trust, zéro confiance, il faut penser au-delà d'un périmètre réseau. Ce périmètre de sécuriser nos gens, nos données, il faut commencer à penser à eux comme des entités à être défendues. Nous avons ces gens, ces applications, nos clients, nos partenaires qui se connectent à nos systèmes. Voilà les entités que nous souhaitons protéger. Il ne s'agit plus maintenant de est-ce que quelqu'un a l'autorisation de rentrer dans mon système informatique ou pas. Donc l'authentification et la responsabilité et l'autorité, les 3A en anglais, sont très importants. Et si vous adoptez cette philosophie de zéro confiance en défendant ces entités, il faut peut-être changer le paradigme. Au lieu de penser que nous avons des systèmes dans notre système informatique qui sont là pour être utilisés par nos gens. Il faut contrôler qui y accède et qui sort de ces systèmes. Il faut penser maintenant à renfermer les fonctions clés et ne pas donner accès aux gens qui n'ont pas l'autorisation d'y accéder. Il faut réévaluer qui peut faire quoi avec les données. Et si nous avons un système où toutes les données sont chiffrées dès le début, si quelqu'un veut y avoir accès, il faut qu'il demande l'autorisation. Ce qui va, c'est un système coûteux au début, cette position défensive, mais qui va devenir moins coûteuse. Donc voilà, on commence à voir le périmètre à défendre d'une manière différente. Et nous avons cette défense dès le début afin que la sécurité soit moins un frein dans les activités commerciales. Donc les processus commerciaux vont aller plus vite. Nous avons cette transformation numérique et cette transition vers le cloud. Et tout le monde veut que le monde aille plus vite. Et l'un des défis auxquels nous faisons face, ces technologies changeantes, ce chaos, comment pouvons-nous quand même aller vite en dépit de tous ces défis? Cela veut dire aussi qu'il faut regarder comment mettre en œuvre cette philosophie dans tous les domaines. Alexandre, vous avez demandé, vous avez parlé du chiffrement, des systèmes de gestion des identités. Cela est très important. Mais sur le côté commercial, ce qui est très important, ce sont les applications qui travaillent sur base des données et nous avons des personnes qui utilisent ces applications, mais ce sont des procédés commerciaux et des codes et nous devons essayer de comprendre comment sécuriser cela sur base de tests sur les codes et de tests sur les applications. Quand nous externalisons cela, quel niveau de garantie avons-nous et quel contrôle avons-nous sur ce processus? Nous avons ces applications qui sont hébergées sur des
plateformes cloud et les environnements commerciaux dans lesquels on opère ces applications ont changé. Et parfois, il y a des vulnérabilités qui ressortent lors de cette transition vers le cloud. Donc, au-delà de l'identité, des données, etc., il faut changer comment surveiller des incidents de réseau. Et on va devoir se focaliser sur ce que font les gens et les corrélations que vous regardez seront peut-être moins visibles dans le trafic réseau, mais seront plus visibles sur le côté fonctionnel. Et si vous êtes dans un environnement multi-cloud avec des solutions multiples, solutions SaaS multiples, il faut collectionner des données de plusieurs points et si vous avez des différents SOC, vous utilisez quelque chose pour Google, pour Amazon et sur site, comment votre équipe va-t-elle pouvoir surveiller tout? Il faut faire attention à la fatigue tableau de bord. Il faut vraiment faire en sorte que votre équipe SecOps soit équipée pour comprendre ce qu'elle doit collecter et soit en mesure de voir quel genre de données collecter. Nous avons certains clients, un client qui a eu une faille très grave récemment et la faille est venue parce que l'équipe ne surveillait pas l'endroit qui devait être surveillé, d'où est rentrée la faille. Et donc cette équipe n'était pas au courant, n'avait aucune circonstance atténuante et il y avait ils étaient les derniers à être au courant. Et voilà, ils étaient ils avaient l'air un peu ridicules en tant que RSSI, mais il faut qu'on fasse en sorte que l'on sache ce qu'il faut surveiller. Quand il y a hétérogénéité des données qui arrivent, il faut faire en sorte que l'équipe SecOps ait accès à de bonnes données et les outils pour analyser les données qui parviennent à cette équipe. Et de plus en plus, les personnes qui travaillent sur le SOC doivent être spécialisées en données, mais aussi en sécurité. Donc, ces personnes doivent pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Merci beaucoup. C'est clair que le multi-cloud n'est pas seulement une stratégie tactique. Louis a mentionné que cette stratégie est la transition vers une situation où l'on donne accès à des personnes appropriées. Et il faut utiliser des procédés afin de sécuriser vos applications avant qu'elles soient déployées dans différents environnements de sécurité. Et votre équipe doit travailler sur un niveau application et aussi avec des fournisseurs SaaS afin de permettre une détection de sécurité. Merci beaucoup. Maintenant, il est temps
temps de passer aux questions, une discussion un peu plus ouverte avant de passer à la session questions-réponses. Avez-vous des questions? En fait, je souhaite entendre ce que s'exprimer l'audience. Donc, on a quelques minutes maintenant à notre disposition et vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à nos panélistes? Premièrement, merci pour cet exposé. Ça a été très, très clair. J'ai une question à poser à Louis. Vous avez mentionné le besoin d'avoir des données adéquates et des logs sur vos plateformes SaaS. Comment résoudre les problèmes avec les fournisseurs SaaS pour obtenir ces logs? Est-ce que ça doit figurer dans des contrats ou faut-il négocier cela? Donc voilà, je n'ai pas vraiment donné de solution aux problèmes que j'ai mis en exergue durant la première session. Quel niveau de contrôle avez-vous? Oui, vous êtes responsable pour une partie d'un procédé commercial et non d'un autre. Votre fournisseur opère le système en votre nom, mais quel niveau de contrôle avez-vous? Nous sommes un fournisseur SaaS et nous fournissons des logs fonctionnels de ce qui se passe. Il y a des choses, des données techniques qui ne sont pas très importantes, mais il est important de savoir quel compte d'utilisateur a accédé à vos systèmes. Est-ce que ça a trait à des données critiques dans votre organisation? Donc, si ça a trait à cela, s'il vous plaît, donnez-moi un rapport sur cela. Et cela peut être mis en œuvre par rapport aux gens qui se connectent aux plateformes SaaS, par exemple. Ce sont mes employés. Il est important de voir quels comptes ont accès à ma plateforme. Est-ce que quelqu'un a accès à ma plateforme qui ne figure pas sur ma liste d'adresses? Parfois, il y a des gens dont le compte a été désactivé, mais qui a toujours accès à votre CRM, mais qui travaille pour une entreprise concurrente. Donc voilà, vous pouvez lister les différentes entités que vous souhaitez défendre. Les rapports fonctionnels sont très importants, les techniques un peu moins importants, et elles sont coûteuses aussi. Prochaine question. Je viens de Decathlon. Merci pour votre exposé oral. Je souhaite mentionner quelques points. On a terminé notre voyage vers le multi-cloud. Chez Decathlon, on utilise l'automatisation en ce qui concerne des opérations de sécurité et nous avons beaucoup de retours sur l'automatisation
de nos activités et nous créons beaucoup de valeur en ce qui concerne nos opérations de sécurité. Est-ce que vous souhaitez qu'un de nos membres du panel réagisse à vos commentaires? Peut-être Capgemini pourrait répondre à ma question. Oui, en tant que bonne pratique, nous avons appris que la meilleure manière de traiter la sécurité multicloud, c'est d'automatiser. Mais parfois, il y a des limites à l'automatisation et premièrement, si l'on utilise des outils comme Terraform, nous avons certaines fonctionnalités Terraform qui ne sont pas présentes pour traiter certains services multi-cloud. Et les compétences maintenant. Afin de bien automatiser, il faut comprendre les services que vous souhaitez automatiser très bien. Donc l'automatisation est une bonne pratique afin de s'atteler aux défis multi-cloud, mais qui comporte aussi certaines limitations. Voilà ce que nous avons pu constater dans nombre de nos projets de transition vers le multi-cloud. Donc j'ai une réponse par rapport à l'automatisation. Je pense que l'automatisation est moins pertinente dans le cloud. Donc, voilà. Quand on a l'hébergement de l'application dans le cloud, il faut qu'il y ait l'automatisation du CICD pour l'application et la sécurité de celle-ci. Donc voilà, l'automatisation est importante, mais il est important de le regarder sous le prisme du SecOps. Je souhaite conclure avec une déclaration importante. Le défi du multi-cloud n'est pas seulement un défi sécuritaire. C'est beaucoup plus que ça. Et il serait erroné de penser que le seul défi du cloud, c'est celui de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un client qui a trouvé une solution merveilleuse pour la gestion des talents, qui ne veut pas utiliser le SAP, qui a trouvé un service cloud, et nous pouvons former nos employés mieux, notre gestion du talent est beaucoup mieux. Donc le département des ressources humaines commence à utiliser ce service cloud, et tout à coup, ils apprennent que ce service peut être utilisé pour le recrutement. Le recrutement qu'on paye ailleurs. Donc voilà, ils vont commencer à utiliser ce service pour gérer des talents, mais aussi pour le recrutement. Donc mais ils se rendent pas compte qu'ils ont un contrat
avec leurs talents, leurs employés. Ils n'ont pas un contrat avec les gens qui souhaitent recruter. Donc, on a un problème au niveau RGPD. C'est une personne externe. Donc, le cas d'utilisation a changé drastiquement. Les questions que vous devez poser à ce fournisseur sont complètement différentes. Est-ce que vous allez m'épauler quand il y a une faille de sécurité? Parce que moi, je dois maintenir les choses en ordre quant au RGPD. Donc voilà, ce sont de toutes nouvelles questions, de tout nouveaux défis. Et je peux vous mentionner au moins 50 de ces tâches. Et il ne s'agit pas seulement de la sécurité. Certes, le RGPD a aussi attrait à la sécurité, mais beaucoup plus. Donc voilà. Cet environnement multi-cloud, il faut construire des compétences. Si vous n'avez pas les compétences sur site, il faut externaliser sur base d'une bonne prioritisation et il ne s'agit pas seulement de la sécurité. Alors, nous n'avons plus de temps, donc si d'autres ont des questions, adressez-vous directement aux intervenants. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et que vous êtes désormais beaucoup plus confiants pour avancer dans votre aventure sécuritaire du multi-cloud. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.